Donc je vais maintenant laisser la parole au docteur Michel Bourrelli de l'INSERM, qui va nous présenter les données de la vie affective et sexuelle des PVVH depuis 1983. Merci Michel. Merci Julia. D'abord, pardonnez-moi. Ah oui. Excusez ma voix déjà. J'ai une laryngite, donc c'est pas joli. On dirait Annie Girardot. Vous m'avez beaucoup manqué. J'espère que je vous ai un peu manqué aussi. Donc, merci en tout cas de m'avoir donné la possibilité de venir vous parler. Je tiens évidemment à remercier Julia, Franck, Yves et Caroline, quelque part, à qui je souhaite un bouquet de fleurs magnifique avec Iris. C'était un joli cadeau de me faire intervenir, mais c'est peut-être un cadeau un peu empoisonné. Hein. Parce que faire 40 ans d'études sur la vie sexuelle, affective des personnes séropositives, bah, c'est pas vraiment quelque chose d'assez facile à faire. Donc j'ai un peu passé l'été. Alors vous allez dire, pour ce résultat, c'est peut-être pas top. Vous me direz ça après. En tout cas, comme maintenant j'ai pris l'habitude de prendre le rôle d'Alain Decaux et de faire un peu l'histoire, je vais commencer par un peu d'histoire là-dessus. Donc, je vous passerai pas le petit film parce que je pensais que j'allais avoir un peu plus de temps, mais le petit film juste pour vous recaler ce qui se passait dans les années 80-83. Là, c'est Philippe Harward d'Antenne 2 à l'époque. On disait pas France Télévisions, enfin pas France 2, mais Antenne 2. Ce qui se passe dans les 4 minutes, c'est un peu hallucinant. C'est les personnes vivant avec le sida, mais on parlait pas comme ça. Hein, donc, on parlait des homosexuels qui avaient un cancer. C'était donc le cancer gay. On se préoccupait très peu de leur vie, mais on allait surtout compter les morts. Et c'était quelque chose qui était assez difficile à supporter à l'époque. Autant vous dire que le point de départ, c'est qu'effectivement, la vie affective et la vie sexuelle des personnes étaient loin des préoccupations des journalistes, mais aussi du monde médical tel qu'il était. À cette époque, il faut quand même savoir que 1981, le tout début, même s'il y a eu un avant-début, 1980, c'est le MNWA, l'équivalent du BEH, qui fait le premier article sur des cas de caposie, et puis une deuxième fois sur un pneumocystis. Et en même temps, d'ailleurs, quelqu'un en France lit ce journal. Willy Rosenbaum lit le journal qui arrive sur son bureau et le soir même, l'après-midi même, voit une personne qui correspond au signe qui était décrit dans l'article. Donc il pense avoir à ce moment-là le premier cas. 1983, vous connaissez tous la découverte du virus à l'Institut Pasteur et dont Françoise Barré-Sinoussi, qui recevra d'ailleurs le prix Nobel en 2008 pour sa découverte. En 85 apparaissent les tests, donc quelques années après. Si on venait à faire le comparatif avec le Covid, vous voyez qu'on a une espèce de décalage dans le temps qui ne correspond pas, puisque en 2 ans, là, on est déjà passé à 4 ans, et on a fait ça en quelques semaines, en quelques mois parfois. 87, la ZT, comme je suis Marseillais et que j'exagère tout, je dirais que la ZT, c'est un peu ce qui a tué presque plus de personnes que le VIH à l'époque, vous savez. Mais on ne savait pas trop comment on pouvait doser. Donc, vous savez qu'on faisait prendre toutes les 4 heures des comprimés aux personnes. Et il y avait un moment où ça donnait l'impression d'agir. Et puis, à un moment donné, avec l'essai Concorde, entre autres, sur lequel j'ai travaillé, entre autres à Londres, quand je faisais de la recherche thérapeutique, et l'essai Delta, on s'est vite rendu compte que la ZT seule n'était pas efficace. Et pendant ce temps, les personnes faisaient quoi? Les personnes, c'était la survie, le sursis, donc peu d'études sur ce qu'on a appelé, on a commencé à appeler plus tard, la qualité de vie. Et la médecine, qu'est-ce qu'elle cherchait? La médecine, elle se disait, souvent, les médecins, ils disaient, bon, mais pourquoi ils n'utilisent pas tous des préservatifs? C'est tellement simple, je veux dire, donc, mais pourquoi ils ne sont pas tous observants à une époque où il n'y avait pas de traitement, donc, ou très peu de traitement? Là encore, on est très très loin de la préoccupation
de la vie affective et sexuelle des personnes. Et à un moment donné, au cours des années 80, au milieu des années 80, arrive un chercheur qui est Michael Pollack, vous voyez en photo. Et Michael, lui, il travaillait sur quelque chose qui n'était pas du tout le VIH à l'époque. Il travaillait sur la condition de vie dans les camps de concentration. Donc, vous voyez, ce n'était pas du tout le VIH, encore que à cette époque-là, on était quand même dans une situation dramatique à certains endroits. Michael, j'ai eu la chance de participer avec lui au groupe de travail Hommes entre eux à la FLS entre 1989 et 1992. C'était un bonheur parce qu'il était délicieux, intelligent, doux, brillant, respectueux. Et il est allé très vite sur ce sujet en se disant, et séropositif, hein, il mourra du sida en 1992. Il est allé rencontrer une de ses collègues, Marie-Ange Schiltz, qui travaillait au CNRS aussi. Et ils ont décidé à ce moment-là de lancer des enquêtes dans la presse gay. Alors, la presse gay à l'époque, c'était un certain nombre de numéros, mais de titres en tout cas, mais surtout Gay Pied Hebdo. Et ils ont lancé toutes ces séries d'enquêtes. Et pendant des années et des années, ils ont récupéré des résultats et qu'ils vont publier plus tard. Hein, donc, et il faut savoir qu'à ce moment-là, on est dans quelque chose qui est assez particulier parce qu'on découvre tout. Aide s'est créée en 1984 à Paris, au moment du décès de Michel Foucault. Et surgit dans la presse et un peu de partout le terme de groupe à risque. Groupe à risque qui va être réfuté et refusé à juste titre par les militants et les activistes. Parce que ça renvoie quand même comme une image du miroir, comme des bombes potentielles, des gens qui font un peu la roulette russe, etc. Donc ça, on va transformer par groupe exposé, entre autres. Et c'est vrai que le terme tous ces vocabulaires ont été problématiques. Je prends aussi comme exemple, je me souviens d'une formation à Aide à Marseille, où une chercheure qui était virologue, très sympathique et très, très gentille, parlait de cohorte, qui était un terme consacré évidemment. Et les militants étaient vent debout sur cohorte, ça faisait quelque chose qui représentait quelque chose d'un peu compliqué. Et donc elle ne comprenait pas ce qui se passait dans la salle parce qu'elle voyait que ça bouillonnait et elle continuait son truc. Et c'était extrêmement imprimé dans la vie et le cœur des gens parce que c'était d'une discrimination vécue, même si ça n'était pas voulu. Et à ce moment-là, c'était extrêmement compliqué pour les personnes d'entendre un certain nombre de messages. Et on n'est toujours pas dans la vie affective et sexuelle, hein, évidemment, des personnes. Et grâce entre 83 et 85 est arrivé, donc ce que je vous disais, le virus est arrivé, les tests ont été découverts, et une certaine confiance de la communauté et des personnes dans le pouvoir médical et dans ce qui était affirmé par les médecins. Là encore, si on faisait une petite comparaison avec à l'heure actuelle, on verrait que c'est pas du tout la même chose. Donc, et vous voyez qu'on avait aussi même une situation un peu particulière à Aide. Lorsque les tests sont arrivés, on disait aux personnes, il y avait des tests, mais il n'y avait pas de traitement. Ben, considérez-vous comme séropositif. Yves doit s'en souvenir à l'époque. Mais n'allez pas faire un test puisqu'il n'y a pas de traitement. Faites comme si vous étiez séropositif. Utilisez des préservatifs. À l'époque, on n'avait pas beaucoup d'outils. Et c'est comme ça qu'on a avancé. Donc, ces enquêtes que menaient Michael et Marie-Ange étaient les premières enquêtes sociologiques qui étaient auprès des hommes homosexuels. Hein, donc, et en dehors de ces études qui étaient essentiellement du quanti, puisqu'il y avait des questionnaires qui étaient remplis, etc., il y a eu un certain nombre d'entretiens qui ont été menés
par Marie-Ange et par Michael. Et eux-mêmes disaient qu'ils avaient le sentiment que c'était de l'ordre de la confession. Et là, on commençait à parler de vie sexuelle. Et pas de vie sexuelle seulement dans un but, comme le disait Franck tout à l'heure, médical, ou savoir si finalement vous avez quoi comme rapport sexuel. Est-ce que ce rapport sexuel il n'est pas contaminant? Est-ce que vous avez fait attention? Non, c'est de l'ordre de la qualité de vie. Hein, donc, et on se préoccupait beaucoup plus de cette situation-là, et le retour que faisaient les personnes était très différent en fonction de leur statut sérologique et de la proximité avec la maladie. Plus les personnes étaient séropositives ou malades, et plus elles allaient parler du présent et du futur immédiat, parce que quand en 1984 ou 85 on parle en étant séropositif, le futur il est court. Et plus les personnes étaient éloignées, plus elles parlaient plutôt d'un changement de leur vie, parce que finalement, elles étaient séronégatives, qu'est-ce qu'elles avaient fait, qu'est-ce qu'elles parlaient de leur passé. Donc c'était un peu ça que constataient Marie-Ange et Michael, et ils ont publié donc 6 années d'enquête en 1991. Donc ils investiguaient ce mode de vie, essentiellement, la sexualité, mais finalement on parlait toujours pas trop ni de qualité de vie, ni de vie affective. C'était survolé, c'était pas approfondi. On arrive en 1996. Alors je vais un peu vite parce que sinon on va passer la journée. Je pourrais y passer la journée et à la fois c'est un peu compliqué. Vous avez compris que l'exercice est un peu compliqué pour moi. Donc 96, vous savez que c'est le point de césure, je dirais, que nous avons tous vécu, et en particulier comme moi on est séropositif, et avec l'arrivée des trithérapies, évidemment un changement de pas mal de choses dans sa vie, du futur, dont on parlait tout à l'heure, qui en 84 était court. En 1996, à partir de ce moment-là, le futur, on l'envisage différemment. Mais la qualité de vie, c'est quoi? Cette définition, vous la connaissez tous et toutes, parce que dans tous les colloques, tous les endroits, on vous la remet, la définition de l'OMS. Donc vous la connaissez, je ne vais pas vous en faire trop, vous la détailler. Mais il faut surtout savoir que c'est multidimensionnel. Il y a le physique, il y a le mental, le social, l'environnemental et évidemment le sexuel. Donc dans la qualité de vie, on a un certain nombre d'outils pour pouvoir la mesurer. Là, je vous ai mis ça, mais je ne suis pas spécialiste. Hein, donc il y a des gens qui sont ça spécialistes, entre autres du qualitatif, je dirais. Donc Gabriel, vous pourrez vous en parler beaucoup plus que moi, c'est un grand spécialiste de ça. Puis il y a du quanti, et puis il y a toutes ces échelles qui sont là, qui servent à comparer et à voir la qualité de vie des personnes. Mais parfois c'est générique et parfois c'est spécifique. Quand c'est générique, la qualité de vie, c'est est-ce que je peux monter 3 marches? Moi je monte 3 marches facilement, moi je ne les monte pas, etc. Donc on va passer là-dessus. Il y a la perception du patient, évidemment. Donc est-ce que je suis satisfait de mon traitement? Est-ce que j'ai les symptômes, ça va? Est-ce que ma vie sexuelle, ça va? Mais finalement, au-delà d'aller à est-ce que ça va? Est-ce qu'on va creuser plus loin? Est-ce qu'on va développer quelque chose? Et toujours pas, parce que 1996, c'est les trithérapies, il fallait les faire fonctionner. Et à l'époque, vous savez, comme il y avait toujours qui voulaient ramer à contresens, on nous disait, oui, attention, ne nous emballez pas tout de suite, hein, parce que on dit que ça marche, mais peut-être ça marchera pas. Donc, alors, ça n'a pas marché pour tout le monde, et ça marche pas toujours pour tout le monde, évidemment. Hein. Je suis pas en train de dire ça, mais ça a grandement changé, et néanmoins, il fallait à partir de ce moment-là, commencer à réfléchir à autre chose que seulement savoir, bon, écoute, tu as ton traitement, prends-le, ça va aller. Donc, oui, mais est-ce que mon traitement ne fait que j'ai plus envie d'avoir des relations sexuelles? Est-ce que ça simplifie la vie de dire que finalement, je prends un traitement, donc je peux sortir, je peux rencontrer? C'est pas suffisant. Est-ce que mon traitement n'a pas d'effet secondaire
est-ce qu'il n'y a pas des effets secondaires invalidants, ou en tout cas qui font que je suis moins beau, enfin pas pour moi, c'est trop tard, mais est-ce que c'est pas facile de rencontrer, etc. Donc tout ça, c'était pas tellement examiné. Et évidemment, il y avait des mesures de comportement avec l'observance et les comportements sexuels. Alors, dans les études cliniques, on mesurait la qualité de vie aussi pour l'efficacité, mais ça avait ses limites, parce qu'à un moment donné, l'efficacité, on connaissait, donc il fallait aussi mesurer les perceptions des patients, les préférences, les molécules des choix thérapeutiques, il faut déterminer l'impact des interruptions de traitement dans les essais, rechercher les effets indésirables perçus, souvent différents de ceux qui sont objectifs, qui sont décrits dans les notices. Et les labos viennent nous dire, bon, on n'a pas vu ça. Mais si c'est vécu, c'est que ça existe. À un moment donné, il faut faire quand même quelque chose. Donc, la qualité de vie, jusqu'en 1996, à Vancouver, on n'avait pas vu grand-chose, vous savez, jusqu'à Vancouver. À Berlin, il y a quelques communications sur le sujet. En 1994, il y a une première session qui parle de quality of life de people living with HIV, mais c'est un fourre-tout, hein, il y a un peu de tout dedans. Et Vancouver 96, il y a une première session qualité de vie, vraiment. Et là, on a un certain nombre d'études qui sont montrées et on commence à prendre en compte la subjectivité, les repères culturels et l'histoire des patients. Il y a une deuxième étude avec des entretiens spontanés qui font qu'on va voir un peu plus profondément ce que pensent les personnes et pas seulement ce que font les molécules et le résultat des molécules. Et enfin, il y a aussi une étude sur la qualité de vie des femmes séropositives avec un mélange de quantitatif et de qualitatif, un peu une méthode mixte. Et c'était très timide, hein, donc c'est 96. En 97, il y a une première enquête qui s'appelle la Proco Copilote, et là, qui mesure l'évolution de la qualité de vie des patients infectés par le VIH sous ARV. Et là, on s'aperçoit que les résultats qu'on trouve, c'est la qualité de vie s'améliore, la première année de traitement, puis se stabilise. L'âge, le fait d'avoir des enfants, les événements classants de sida font une moins bonne qualité de vie. Plus on a un niveau d'études élevé, plus on a été contaminé par un rapport homosexuel, meilleure est la qualité de vie, mais toujours, on n'a pas le sujet pour lequel vous m'avez fait venir, la vie sexuelle, la vie affective, et cette qualité-là, on ne l'a toujours pas examinée. En 99, il y a ce rapport qui a été organisé, qui a été fait par France Lair, Véronique Doré et Yves Souterrain, qui rassemble un certain nombre de communications et de projets et d'études qui ont été menés par la NRS, séropositivité, vie sexuelle et risque de transmission du VIH. Là encore, la plupart ne vont pas en profondeur sur la qualité de vie sexuelle, précisément, mais on va se préoccuper, c'est ce que je vous disais, avec des SF particuliers, avec des échelles particulières, savoir si, bon, on supporte bien le traitement, finalement, est-ce que je vais bien, mais on se limite à ça. Là, je passe très très vite parce que à Aide, à un moment donné, on a fait la réduction des risques sexuels, et on constatait qu'effectivement, le préservatif, tout le préservatif, tout le temps, il y avait un problème dans le vécu et dans la difficulté de continuer à vivre, et c'est pour cette raison qu'on avait un peu, avec la folie qui caractérise nos militants, les militants, dit que peut-être qu'une charge virale indétectable voulait dire que s'il n'y avait pas de transmission, que ça pourrait changer la vie. Donc on avait été largement critiqué et même invectivé, y compris par l'État à l'époque, qui avait dépensé beaucoup d'argent pour dire que ce qu'on disait était des conneries. Ce sera démontré plus tard que finalement on avait raison. Donc, Manif 2000, c'est donc quelque chose qui était tourné vers les usagers de drogue sur 4 villes, donc, enfin 4 endroits, Marseille, Avignon, Nice et l'Île-de-France. Là encore, on va pas chercher grand-chose sur les usagers de drogue. On va pas trouver, on va pas investiguer leur vie sexuelle, et on va simplement voir si on espérait trouver qu'il y avait une différence entre la population générale ou la population des homosexuels séropositifs et les usagers de drogue, et on n'est pas allé investiguer autrement ce champ-là. Arrivent les Vespa, donc qui ne sont pas des petites motos italiennes, mais Vespa 1, Vespa 2, Vespa 3, donc qui sont des études très larges
sur la vie des personnes séropositives en France. Donc la première, VESPA 1, c'est 2003, VESPA 2, c'est 2011, et VESPA 3, c'est 2023. Donc, enfin 22, ça a commencé, mais on n'a pas vraiment commencé. Donc, pour VESPA 1, les conclusions, c'était, enfin, on commence à avoir un peu de résultats sur la sexualité, sur la vie sexuelle. On s'en aperçoit que les personnes déclarent des troubles de la sexualité qui sont très fréquents, alors qu'ils sont traités pour le VIH. Et c'est pas lié à la sévérité de la maladie. C'est pas du tout lié. On s'aperçoit que qu'on soit malade ou pas malade, c'est pas ça qui va intervenir. Par contre, le vécu du traitement et de la maladie joue un rôle important dans cette sexualité-là. Et ils peuvent en parler assez largement. Un soutien psychologique qui peut améliorer le vécu de l'infection à VIH pourrait avoir un impact positif sur le vécu des troubles sexuels. Et là, on avait investigué très précisément auprès des personnes, creusé, voir quelles étaient leur vie sexuelle, véritablement. Donc VESPA 2, on fait le différentiel entre VESPA 1 et VESPA 2, donc on essaie de voir ce qui s'est passé entre 2003 et 2011. Bon, on s'aperçoit que finalement, la santé s'est un peu améliorée, hein, donc, mais par contre, la perception qu'elles en ont, non. Donc, n'a pas vraiment évolué. Il y a quand même toujours beaucoup de dépression, hein, donc état dépressif, 13% sont dépressifs, 5% de la population générale à peu près. Le taux d'activité sexuelle des personnes vivant avec le VIH en 2011 avait diminué par rapport à 2003. Donc, ce taux d'activité sexuelle reste d'ailleurs bien inférieur chez les personnes vivant avec le VIH par rapport à la population générale. Parmi les personnes vivant avec le VIH, le groupe des HSH est le plus sexuellement actif, tandis que le groupe des femmes en général, et les femmes usagères de produits injectables en particulier, est le moins sexuellement actif. Et globalement, la qualité de vie des personnes atteintes par le VIH est inférieure à celle de la population générale, mais là on est allé très profondément voir et questionner la vie sexuelle des personnes avec beaucoup d'entretiens. Entre-temps, ce qui s'est passé, c'est aussi Herschel, ce qui a beaucoup changé les données. Hein. Donc, alors, c'est pas quelque chose qui va nous, qui est directement sur la vie sexuelle. Bizarrement, ce qui intervient le plus sur la vie sexuelle des personnes, c'est quelque chose qui montre simplement qu'il n'y a pas de transmission lorsqu'une personne est traitée et avec une charge virale indétectable vers une autre personne qui serait séronégative. Et l'étude Partner 2015 donne un soulagement considérable. C'est-à-dire qu'on n'est donc pas dangereux. Donc ça a une action sur soi-même et sur les autres. Ça devrait avoir une action sur soi-même et sur les autres si l'État daignait un peu communiquer. Une étude générale, là c'est Parcours, j'en dis 3 mots, mais il n'y a eu pas de Parcours, c'est sur les migrants. Donc c'est une étude qui a été réalisée par Annabelle Desgrès-Duloup et France Lert, qui est très très fouillée auprès des migrants, mais il y a eu très peu de données sur la vie sexuelle parce qu'on a tellement investigué beaucoup de champs et il y a beaucoup de champs à investiguer. On a le droit de trouver que les personnes se contaminaient sur notre territoire et que, en fait, contrairement à ce que tout le monde pensait, elles ne venaient pas se faire soigner en France. Hein, donc, il y a eu aussi un rapport d'étude de l'État hein, sur la prise en charge des personnes vieillissantes vivant avec le VIH. Et alors là, pour le coup, on se pose absolument pas la question de la vie affective et sexuelle. Et c'était 2013. Depuis 2017, nous menons un projet qui s'appelle Trans et VIH, donc dans notre unité. Et là, pour le coup, on va dans le détail. Alors, donc, on vient de clore la collecte le 30 septembre, donc je devrais pas vous donner de résultats. Mais bon, j'ai un peu triché. Donc, c'est pas des résultats, c'est très préliminaire. Hein, donc, mais on est allé chercher, donc c'est sur l'ensemble des personnes trans séropositives, donc que ce soit des hommes trans ou des femmes trans, mais tout le quanti est auprès des femmes trans, parce qu'il y a très peu d'hommes trans positifs. J'ai repris 2 questions. Actuellement, avez-vous un ou une partenaire que vous considérez comme votre partenaire principal ou pas principal, que vous ayez eu des rapports sexuels ou non? Non, 62%. Au cours des 3 derniers mois, combien de relations sexuelles avez-vous eu avec un ou des partenaires récréatifs? Aucune, 60%. Alors, ça donne un peu d'indication sur la vie affective qu'on va voir. Et moi qui ai fait quelques entretiens face à face, et
j'ai un peu quelques heures de vol, hein, la voix le dit, mais pas que. C'est redoublable parce que les personnes vivent des choses extrêmement rudes et la vie affective, lorsqu'elle est décrite, il faut aller en profondeur. Je suis sûr que Patrick pourrait dire un certain nombre de choses là-dessus aussi. Et là, je pense que d'ici 1 an, on aura des résultats assez affinés sur la vie sexuelle et affective des personnes trans. D'autres études, mais qu'on peut voir, qui ont été mises en place, mais jamais ça ne concerne seulement des personnes séropositives. Donc, de pré-PIV, ça concerne des personnes injectant des produits. On s'est aperçu, par exemple, que chez les usagers de produits, eh bien, il y avait un problème de sexualité. Il y avait beaucoup moins de libido. Mais ils n'étaient pas tous séropositifs, hein, puisque on est dans un groupe plus large que simplement des usagers séropositifs. Si Annie Velter avait pu être là, mais malheureusement elle ne peut pas, elle pourrait vous parler de l'enquête ERAS, mais là aussi elle n'est pas allée en profondeur sur la vie affective, hein, donc, et on n'a pas de résultats particuliers. Sur Vaxigay, on connaît le comportement face à la vaccination, face à d'autres problèmes de la vie, mais on n'est pas allé creuser non plus sur la vie sexuelle ou la vie affective des personnes. Gabriel pourra en parler puisque c'est lui qui est PI, Flash Monkeypox. Là aussi, au moment où Monkeypox est arrivé sur scène il y a quelques semaines, on a lancé très vite une enquête, mais on n'a pas pu investiguer au détail. Alors il y a des entretiens qui sont menés et très certainement là il y aura des résultats et on pourra voir et aller investiguer plus profondément. Et puis il y a des enquêtes qui sont menées auprès des femmes positives au VHC, mais c'est des petits échantillons pour essayer d'investiguer leur vie sexuelle, leur vie affective. Franck nous faisait l'honneur de parler de Vespa 3 donc pour 2023. Voilà ce qu'on va chercher. Donc les inégalités face aux soins, les relations avec les professionnels de santé, les parcours professionnels, mais évidemment la qualité de vie affective et sexuelle donc sera pour le coup investiguée très profondément. Donc vous m'aurez invité la prochaine fois, si vous le voulez bien. Je vous ai pas trop cassé les pieds avec mon discours. Et on verra aussi les différences des vécus, des parcours de vie, hein, donc en fonction de l'âge, de la séropositivité, etc. Les conséquences de la crise Covid, les nouvelles consommations et pratiques sexuelles. Hein, on parle aussi certainement de chemsex là-dedans. Et ça, c'est Michel qui pourrait aussi peut-être vous en parler. Et ça nous permettra aussi de mesurer l'évolution au fil des ans des conditions de vie des personnes vivant avec le VIH par rapport aux 2 précédentes enquêtes VESPA. En conclusion, l'étude de la qualité de vie des premières années, fin 90 et années 2000, n'abordait jamais en profondeur la vie affective et sexuelle. La qualité de vie affective et sexuelle est toujours peu investiguée chez les personnes séropositives, les femmes, et encore plus les femmes migrantes, les consommateurs de produits psychoactifs. Les personnes trans sont encore moins questionnées sur ce sujet. Tout au long de la journée, vous pourrez découvrir des champs à étudier qui vont être petit à petit, on va tirer le fil. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir investiguer bien le terrain et aller au fond, eh bien, il faut la participation des communautés et des associations. C'est pour ça que notre laboratoire fait de la recherche communautaire. Donc voilà, je voulais vous remercier de votre attention. Merci aux organisateurs du colloque, à tous les chercheurs et chercheurs que j'ai cités pendant 45 minutes, peut-être pas 45 minutes, j'exagère. Merci à toutes les personnes vivant avec le VIH qui ont participé à toutes ces études et qui ont permis de faire avancer la très souvent changer le regard porté par le grand public. Je vous remercie de votre attention. J'espère avoir répondu à la question.